Le soleil du matin traversait la fenêtre, projetant des rayons de lumière qui perçaient l'appartement poussiéreux et encombré. Les vestiges d'une vie remplie de promesses étaient baignés dans une douce lueur éthérée. Des photographies destinées de divers sites de fouilles encadraient des articles mettant en valeur ces incroyables découvertes, avec des titres tels que « Le prodige de l'archéologie déterre une tombe perdue »,« L'étoile montante de l'archéologie fait à nouveau l'histoire ». C'était un enregistrement archéologique de la vie d'un archéologue. Maintenant, il était lui-même un artefact, enterré dans le passé. Des années avaient passé depuis les gros titres fracassants. Désormais, les seules histoires écrites à son sujet portaient des titres sévères, comme « De prodigie à paria » ou « La chute du fouilleur déshonoré ». Un coup à la porte fit sursauter l'homme du canapé délabré qui lui servait de lit. Il regarda autour de lui dans la pièce, pris de panique. Un second coup, plus fort et insistant, a vite suivi. « Ouvre la porte !» dit un accent autrichien épais. L'homme avançait à pas feutrés, retenant son souffle à chaque foulée. Avec prudence, il observa par le Judas. Dans le couloir se tenait un homme court et chauve, flanqué de deux hommes robustes en costume sombre. « Je peux voir ton globe oculaire, ouais ?» Il s'est baissé immédiatement, le cœur battant. « Qui était-il » Cela pourrait être une ruse du propriétaire pour l'intimider en raison des loyers impayés. Le loyer n'était pas encore dû. Quel jour était-ce, de toute façon ? Vous êtes l'archéologue qui a eu l'incident malheureux avec la tombe du pharaon, n'est-ce pas ? L'homme appuya sa tête contre la porte, son visage empreint de peur. Un autre journaliste, espérant extraire une citation humiliante de plus. Quand cela finirait-il ? Pourquoi ne pouvait-il pas le laisser tranquille ? Je souhaite vous offrir un poste. Les yeux de l'homme se sont écarquillés, alors qu'il levait lentement la tête. Cela doit être une sorte de blague. Oui, ça doit être ça. Tout cela était une cruelle blague. Vous êtes le meilleur archéologue du monde. Et je ne travaille qu'avec les meilleurs, a affirmé avec confiance le petit Autrichien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ouvrir la porte ? Le petit Autrichien attendait, calme et patient. Ses deux gardes en costume ont échangé des regards. Enfin, la porte s'est ouverte avec un déclic. L'homme chauve est entré nonchalamment, suivi de son garde du corps. Ils ont dégagé une chaise, la présentant comme un trône pour leur patron. Le jeune Autrichien lui a fait signe de s'asseoir. Nerveusement, l'homme s'est léché les paumes, lissant ses cheveux comme pour faire bonne impression, bien que cette opportunité soit depuis longtemps passée. Il s'assit prudemment face à son invité. L'Autrichien s'est penché en avant, une étincelle d'excitation dansant dans ses yeux. D'un claquement de doigts du petit Autrichien, l'un des gardes massifs a sorti une mallette et l'a ouverte pour révéler une tablette de pierre. « Que pouvez-vous me dire à propos de ça ?» Le petit Autrichien a demandé, passant l'artefact à l'homme, dont les yeux s'étaient illuminés. Il se sentait plus vivant que jamais. Alors que l'homme examinait la tablette, il expliqua que les gravures gravées dans la pierre ressemblaient à des pétroglyphes vieux de 3000 ans qui avaient été trouvés dans la région du canyon de Boca Negra, au Nouveau-Mexique. Il a fébrilement sorti une carte topographique de ses étagères. Alors que l'homme traçait son doigt sur la carte moderne, ses yeux se sont dirigés vers les lignes anciennes de la tablette. Voyez-vous cette ligne sinueuse ? Cela signifie des montagnes, et ce symbole ici pourrait indiquer de l'eau. Sur la base de cela, ce que vous cherchez est probablement enterré ici, il a conclu, en pointant du doigt une vallée au Nouveau-Mexique. Le petit Autrichien a souri avec suffisance. Bien. Tu iras au Nouveau-Mexique pour moi, ouais ? L'homme acquiesça avec enthousiasme. Boris t'accompagnera, a déclaré l'Autrichien. Boris, le mur humain, regardait silencieusement. Il s'assurera que tu ne fasses pas pipi sur mon trésor, ajouta le petit Autrichien en riant. En quelques heures, l'archéologue se retrouva dans un jet vers le Nouveau-Mexique, avec Boris. À leur arrivée, une équipe entièrement équipée les attendait aux coordonnées qu'il avait fournies. Leur efficacité déconcertante présageait l'enjeu. L'équipe a rapidement mis à jour une tombe dont l'entrée était bloquée par une énorme dalle de pierre, mais ce n'était pas une barrière ordinaire. La pierre portait une fresque étrange d'une figure humaine, couverte de taches blanches, comme pour avertir d'un danger, voire d'une malédiction. L'homme ressentit une attraction immédiate, désireux de déchiffrer l'avertissement sinistre de la fresque, mais il n'eut qu'un instant pour spéculer avant que Boris, le lourdeau, ne commence à équiper l'ancienne pierre de dynamite. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» protesta l'archéologue. Boris a ignoré les cris de l'homme et a allumé une allumette. Tandis que la mèche brûlait, tous couraient s'abriter.
Ils ont à peine eu le temps de se préparer avant qu'une énorme explosion ne déchire l'ancienne entrée. L'archéologue ne pouvait que regarder avec stupeur les éclats d'histoire tombant du ciel, pleuvant autour de lui. La fumée s'était à peine dissipée que Boris se précipitait dans l'obscurité de la tombe. L'équipage s'échangea des regards hésitants avant d'entrer. Ils étaient là pour explorer. Ils étaient mal payés pour explorer. Et c'est exactement ce qu'ils allaient faire. Ils avançaient dans un couloir étroit, leurs pas résonnant de façon inquiétante dans la tombe. Ils entrèrent bientôt dans une grande caverne, leurs lampes torches éclairant les parois. Chaque centimètre était recouvert de marques anciennes, des figures humaines parsemées de ces mêmes points blancs. « C'est sûrement une maladie qui touche la peau », chuchota l'homme, espérant être entendu de Boris. Malgré l'avertissement, Boris a continué d'avancer, imperturbable, et l'équipage a suivi à contre-cœur. Alors que le cortège approchait du centre de la caverne, un membre de l'équipage derrière trébucha. La pierre sous son pied s'enfonça dans le sol avec un bruit sourd et grinçant. « Faites attention à votre pas », chuchota l'archéologue, sa voix à peine perceptible à travers le silence lourd. Soudain, plusieurs bruits de souffle se firent entendre à la suite. Un cri glaçant brisa le silence. L'archéologue se retourna avec sa lampe de poche, juste à temps pour voir une hache balancée violemment près de lui, à quelques centimètres de son visage. Une autre hache a sifflé derrière lui, frôlant son bras. L'archéologue resta figé, sous le choc. Deux grandes mains ont saisi ses jambes, le tirant au sol. C'était Boris. Alors qu'il gisait au sol, les haches meurtrières fendaient l'air. Ils ont vu plusieurs membres de leur équipage se faire tuer. « Baisse-toi !» L'archéologue a crié. Il était trop tard. Un membre de l'équipage a été tué par une hache. Son torse s'est ouvert en deux alors qu'il était encore debout. Après un moment, ses jambes ont cédé et son corps s'est effondré au sol. Le sang a jailli de la blessure en une fontaine grotesque, se répandant et s'accumulant autour des restes sectionnés. Enfin, après le chaos et le carnage, c'était fini. Le silence s'est abattu sur la caverne. L'équipage restant était recroquevillé sur le sol, trop secoué pour bouger. Boris fut le premier à se lever. Il épousseta son costume et s'enfonça plus profondément dans la caverne. Alors que l'archéologue regardait le carnage de ses coéquipiers tombés qui jonchaient le sol de la caverne, quelque chose se brisa en lui. « Nous ne pouvons pas les laisser ici », a déclaré l'homme avec défi. Boris le regarda avec une froideur calculatrice, assez tranchante pour briser la pierre. Sa main glissa dans son costume, cherchant quelque chose, mais l'archéologue, trop excité pour le remarquer, était inconscient. « M'as-tu entendu ? J'ai dit que nous n'irions pas plus loin jusqu'à ce que le coup de feu était assourdissant. » Un membre de l'équipage situé à quelques mètres derrière l'homme s'est effondré. Boris lui avait tiré dans la figure. « Qu'est-ce que tu disais ?» Boris a demandé d'un ton plat. L'archéologue a regardé en retour avec choc et horreur. Dans quoi s'était-il embarqué ? Boris a remis son arme dans sa poche. C'est alors que l'archéologue l'a vu, une lésion blanche sur sa main. Boris l'a interrompu avant même qu'il ne puisse parler. « On continue à avancer », grogna-t-il en continuant à marcher plus profondément dans la caverne. L'équipage réticent a suivi Boris alors que, sans qu'il le sache, le danger rôdait à nouveau sous leurs pieds. Tout le monde avançait lentement et l'archéologue a averti, mais c'est trop tard. Les plaques ont cliqué sous les pas de l'équipage et les murs ont pris vie. Un torrent de flèches a explosé des murs, chacune trouvant sa marque avec une précision mortelle. Le membre de l'équipage a hurlé de douleur lorsque les flèches l'ont transpercé. Le sang a jailli de sa poitrine et de son cou. C'est alors que l'archéologue l'a revu. Une autre lésion blanche sur la joue du défunt. Une autre sur son bras. La terreur l'a envahi. Il regarda les paumes de ses mains ouvertes et les retourna. Et là, juste au bord de son poignet, une petite lésion blanche le fixait en retour. Il a relevé ses manches, il n'y avait plus de lésion, ses jambes de pantalon, encore plus. Tout le monde se vérifie, a crié l'archéologue. L'équipage s'est rapidement conformé, et à leur horreur, chacun d'eux était infecté par l'étrange maladie. À peine 2 heures s'étaient écoulées depuis leur exposition. L'infection s'est propagée rapidement. Les yeux remplis de terreur, tout le monde regardait leur corps et les autres quand Boris a tiré son arme en l'air. Il les regardait d'un air vide, sans remords ou de peur. « Continuez à avancer », aboya-t-il.
Personne ne pouvait décider quel sort était le pire, l'infection anormale se propageant rapidement dans leur corps, ou Boris et ses doigts trop heureux de tirer. Avec un soupir collectif, tout le monde baissa la tête et suivit Boris. Avant d'entrer dans la troisième caverne, Boris s'arrêta. Il saisit un marin insouciant et le projeta devant lui. « Tu mènes la voie », ordonna-t-il au jeune homme terrifié. Le jeune homme se tourna vers l'archéologue, le visage terrorisé. « Avance lentement et teste chaque pas », proposa l'archéologue de manière rassurante. Le jeune homme hochait la tête, mais resta sceptique. Prudemment, il commença à tester chaque pas alors qu'il se frayait un chemin à travers la caverne. Les autres le suivaient, de près, ne marchant que là où il avait marché. Leur progression était lente et prudente, mais ils survivaient. C'est-à-dire jusqu'à ce que le jeune homme teste un pas qui a fait bouger le sol sous lui. Il s'est figé, puis a essayé de faire un pas dans une autre direction, mais le sol a cédé, s'ouvrant en un gouffre béant sous ses pieds. Ses cris ont résonné sur les parois de la grotte alors qu'il tombait dans un puits de pointe, atterrissant avec un bruit de craquement répugnant. L'équipage a prudemment contourné le gouffre, horrifié par ce qui se trouvait en dessous. Le corps du jeune homme se contractait violemment contre les grandes pointes. L'archéologue a saisi le bras de Boris. « Nous ne pouvons pas continuer à perdre des hommes comme ça. » Boris a regardé la main de l'archéologue, puis est revenu à ses yeux. L'archéologue a avalé sèchement et a lâché son emprise. « Nous partons après avoir trouvé le trésor. Ce sont mes ordres et les vôtres. » Boris a déclaré sèchement, tapotant son pistolet à travers sa veste. Avec un grognement collectif de capitulation, l'équipage a suivi Boris plus loin dans la tombe. « Mes taches blanches ont disparu !» s'est exclamé soudainement un membre de l'équipage. Tout le monde a commencé à se vérifier, et effectivement, par un étrange miracle, toutes les lésions de chacun avaient disparu de leur peau. Mais leur joie fut de courte durée. Une douleur intense s'est répandue dans leur corps. Chaque mouvement donnait l'impression que leurs muscles étaient en feu. Les membres de l'équipage se sont effondrés, se tordant de douleur. « Laisse-les !» grogna Boris. Même lui peinait à garder son rythme habituel. Que leur arrivait-il? Était-il en train de mourir? Peut-être était-ce simplement une déshydratation après 24 heures, sans eau. En entrant dans la grande chambre, tous ont soupiré de soulagement. Ils y étaient arrivés. Devant eux se trouvaient de l'or et des rubis, éparpillés parmi des monticules de tissu blanc qui semblaient avoir la forme de... momies. L'équipage était entré dans la quatrième et dernière caverne, une immense chambre funéraire. Alors que l'équipage utilisait leurs membres endoloris pour remplir leurs poches de bibelots, l'archéologue cherchait Boris du regard. Il était au centre de la pièce, allant vers une boîte en bois. « Laissez-le faire », murmura l'archéologue en inspectant la chambre funéraire. Ses yeux se posèrent sur les murs, couverts de symboles primitifs racontant une histoire. Les images représentaient une météorite s'écrasant sur Terre et des groupes entiers d'humains succombant à la maladie qu'elle transportait. Les pictogrammes montraient des humains avec des taches blanches couvrant leur corps, les taches s'estompant, suivies de dessins de personnes se tordant de douleur. Ensuite, on avait l'impression qu'ils déchiraient leur propre chair. L'archéologue a lancé une alerte. Son regard s'est posé sur un autre pictogramme, qui avertissait clairement de ne pas déplacer la boîte en bois de son emplacement. « Boris, non !» a crié l'archéologue. Boris avait déjà soulevé et ouvert la boîte. Avec un air de consternation, il sortit une petite roche noire. C'était différent de toutes les pierres qu'il avait jamais vues. La caverne entière s'est mise à trembler avec force. Des débris et de la poussière ont dégringolé d'en haut, alors qu'un énorme rocher se détachait, tombant droit sur Boris. « Attention !» a crié l'archéologue. Boris leva les yeux, mais trop tard. Le rocher s'est écrasé, écrasant Boris. Le rocher noir s'est écrasé près de l'archéologue sur le sol tremblant. Avec l'effondrement de la grotte autour de lui, l'archéologue a dû agir. Il n'allait pas mourir là. Il a attrapé le rocher et s'était lancé hors de la caverne, ses muscles douloureux protestant. « Bouge, bouge, bouge !» Il a crié malgré le fracas de l'effondrement de la caverne. L'équipage s'est rué vers la porte tandis que de gros rochers s'écrasaient, attrapant les retardataires. « On y est presque !» Il a crié à l'équipage survivant. Tandis qu'ils s'approchèrent de l'entrée rétrécie de la grotte, les murs se mirent à grincer, se refermant pour sceller la caverne à jamais. Avec un dernier élan à couper le souffle, l'archéologue et son équipage se sont jetés en avant. L'entrée s'est fermée brusquement, avec un bruit sourd juste quelques secondes après leur évasion.
Les survivants se sont effondrés, toussant pour expulser l'air poussiéreux. « Nous avons réussi », a gémi l'archéologue, serrant fermement le rocher noir. Le retour a été lent, chaque pas plus lourd que le précédent. Leur corps était endolori, et quelque chose de pire semblait prendre le dessus. Le soleil venait tout juste de commencer à se coucher derrière l'horizon, lorsqu'ils ont finalement atteint le camp. L'archéologue a titubé vers les tentes, ses mains tremblant alors qu'il tenait la roche noire. Les autres ont suivi, leurs visages pâles, leur peau pendait lâchement à certains endroits. Leurs mouvements étaient lents, leur corps torturé par la douleur. Les membres d'équipage restés pour leur matériel ont été les premiers à noter le changement. Leurs yeux se sont écarquillés de stupeur en regardant leurs camarades revenir. « Nous sommes infectés », murmura l'archéologue sous son souffle. Même si personne n'osait prononcer les mots à voix haute, ils pouvaient déjà voir la panique dans leurs yeux sans un mot. Les survivants ont été conduits dans les tentes. L'archéologue s'effondra au sol, la tête battante et le corps tremblant, s'appuyant contre le poteau de tente le plus proche. L'air était épais de gémissements, les bruits de corps se tordant de douleur. Alors que le soleil se couchait sur le camp, les cris agonisants des infectés remplissaient le ciel nocturne. L'équipage restant s'assit autour du feu de camp, les visages sombres alors qu'ils picoraient leur nourriture, l'appétit depuis longtemps disparu. Après un long silence, un membre de l'équipage s'est porté volontaire pour aller les voir. Elle s'est levée et a marché vers la tente la plus proche. Les autres fixèrent le vide, absorbés dans leurs réflexions. Puis une voix a brisé le silence. « Qu'est-ce que c'est sur ton front ?» Un membre de l'équipage s'est figé en regardant son ami. Une lésion blanche était sur sa peau. Alors qu'il tendait la main pour la toucher, son propre regard tomba sur une lésion similaire sur le bras de la personne à côté de lui. Un par un, les autres se sont vérifiés, et l'horreur s'est propagée comme une traînée de poudre. Leur corps était maintenant criblé de lésions blanches. La panique les a traversés. Soudain, un cri glaçant a retenti. Les membres de l'équipage se sont levés d'un bond, leur cœur battant la chamade. Terrorisés, ils se ruèrent vers leur tente. Elle sortit en trébuchant, le visage pâle et terrifié. Ils regardèrent à l'intérieur. L'archéologue était à l'intérieur, son corps penché, ses mains griffant sa propre peau. Il arrachait la chair de son bras avec un mouvement maladif et compulsif. L'équipage demeurait pétrifié d'effroi, rivé sur la scène. Un autre cri déchira la nuit provenant de l'une des tentes. En se précipitant, ils ont trouvé plus de leur équipe, ceux qui avaient échappé aux grottes, engagés dans le même acte grotesque, se griffant leur propre chair. Certains utilisèrent leurs mains, d'autres des couteaux, et quelques-uns maniaient même des objets grossiers et contondants. « Nous devons obtenir de l'aide », murmura un membre de l'équipage. Ils savaient tous que c'était futile. Sans un mot, l'équipage infecté s'est entassé dans une jeep. Ils devaient se rendre en ville, mais ils devaient éviter de causer la panique. Ils devaient notamment garder secret ce qui leur était arrivé pour l'instant. La Jeep ralentit près du trottoir tandis que l'équipier se dirigea vers la maison. À l'intérieur, les autres étaient ébahis. Ils avaient choisi la seule personne sans lésion visible pour faire l'approche. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, ses yeux se sont reportés sur la Jeep, cherchant un quelconque danger. Mais l'équipage à l'intérieur avait déplacé leur attention sur un petit enfant, qu'ils avaient repéré à proximité, jouant dans le jardin. Le petit garçon, avec des joues rayées de saleté et une lueur curieuse dans les yeux, poussait un camion jouet à travers l'herbe. Au début, l'équipage n'y a pas prêté attention, mais quand le garçon s'est arrêté et a levé les yeux, il a avancé vers la Jeep. Ses petits pieds, nus, se rapprochaient de plus en plus, son regard ne quittant jamais le véhicule. Le membre d'équipage près de la fenêtre se raidit, ses yeux croisant ceux du garçon. « Vient-il de nous remarquer ?» L'un d'eux chuchota, la voix tendue. Les autres observaient par les fenêtres, le souffle coupé. Le garçon s'arrêta juste devant la Jeep, inclina légèrement la tête et les regarda avec des yeux grands ouverts et innocents. « Pourquoi avez-vous l'air de léopard ?» Le garçon a demandé innocemment. L'équipage a échangé des regards affolés. « Va-t'en !» a déclaré un membre d'équipage par la vitre fermée du véhicule. Elle craignait que le petit garçon soit infecté. Le garçon haussa les épaules et s'éloigna de la Jeep. Il retourna vers la maison sans se soucier. Son camion jouait toujours serré dans sa main. Pendant que le membre d'équipage raccrochait, le garçonnet tirait sur la robe de sa mère. « Maman, pourquoi ces gens dehors ressemblent-ils à des léopards ?» Il a demandé. Le couple s'est précipité dehors, affichant du dégoût en repérant l'équipage dans la Jeep.
Mais avant qu'ils ne puissent réagir, le membre de l'équipage qui avait frappé est retourné dans le véhicule et ils se sont enfuis rapidement. Il n'a pas fallu longtemps pour que le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies arrive au camp, leur convoi de véhicules soulevant la poussière alors qu'ils arrivaient. Une équipe d'experts en combinaison de protection a commencé à examiner les lésions blanches qui recouvraient maintenant les patients de la phase 1. Les lésions étaient votées frappantes, étrangement uniformes, une anomalie qui suggérait quelque chose de non naturel à l'œuvre. Au début, les spécialistes du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies étaient prudents, mais optimistes. Ils soupçonnaient que cela pourrait être Staphylococcus epidermidis, une bactérie relativement bénigne pouvant causer des infections cutanées dans certaines conditions. Cela expliquerait l'apparition des lésions et l'apparition rapide des symptômes. Mais alors que l'équipe s'enfonçait plus profondément dans le camp, là où étaient logés les patients de stade 3, leurs espoirs se sont rapidement évaporés. Ces patients n'étaient plus simplement malades, ils étaient possédés. Certains, allongés au sol, griffaient à leur propre peau tels des animaux sauvages. D'autres se tenaient debout, leurs mains et visages étant une masse grotesque de plaies ouvertes. Quelques-uns déchiraient leur chair dans des mouvements saccadés et frénétiques, poussés par une envie irrépressible de se détruire eux-mêmes. La vue était si horrifique que même les responsables aguerris du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies ont reculé. « Ce n'est pas personnel », chuchota le spécialiste en chef. « C'est quelque chose de bien plus... » Avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, un cri déchira l'air. En un clin d'œil, l'un des patients de stade 3 s'est jeté sur lui. La rage dans leurs yeux est indéniable. Sans avertissement, le reste a suivi. Les infectés déchiraient les combinaisons de protection, déchirant le matériel avec une force alarmante. Les gants ont été arrachés, les casques retirés de leur tête, laissant les responsables du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies exposées et vulnérables. Le responsable du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies avait raison. Ce n'était pas un simple pathogène. C'était SCP-112. SCP-112 est une protozoaire amoeboïde inconnue, avec une capacité mutagène unique, qui ne s'active que lorsqu'elle est exposée à Staphylococcus epidermidis, une bactérie généralement inoffensive trouvée sur la peau humaine. Lorsqu'il est introduit dans d'autres organismes, SCP-112 reste dormant. Son acide désoxyribonucléique partage des gènes avec plusieurs espèces d'insectes, mais contient également des gènes qui ne sont pas trouvés dans aucun organisme connu. SCP-112 ne se reproduit pas naturellement et n'a pas besoin de liquide pour survivre. Une fois que SCP-112 interagit avec S. epidermidis, il mute la bactérie en SCP-11211, une souche extrêmement dangereuse, avant de mourir. Cela marque le début de l'infection, qui affecte 100% de ceux exposés. Même si S. epidermidis est normalement inoffensif pour les humains en bonne santé. SCP-11211 est résistant à tous les antibiotiques connus, et à ce jour, aucun remède n'existe pour les infections causées par Staphylococcus epidermidis excitabilis. Les sujets infectés passent par une série d'étapes. Première étape. Dans les 2 à 5 heures suivant l'infection, de petites lésions blanches apparaissent sur la peau, indiscernables d'un S typique. L'infection à épidermidis rend probable un mauvais diagnostic. Deuxième étape. Environ 24 heures après la première, les lésions s'estompent, alors que l'infection se propage plus profondément dans la peau. SCP-11211 consomme le tissu sous-cutané, le transformant en une substance visqueuse, causant une douleur atroce. La peau devient pâle et se relâche, ressemblant à une perte de poids extrême. Troisième étape. Les victimes commencent à s'arracher la peau, parfois avec les mains, d'autres fois avec des outils. Ce processus semble indolore en raison de la deuxième étape et n'est pas une action consciente. Lorsque la substance sous-jacente est exposée, les victimes deviennent désorientées et hostiles aux non-infectés, rendant nécessaire leur élimination avant d'atteindre ce stade. SCP-11211 se propage rapidement pendant les étapes 11 et 2, principalement par contact cutané, mais des preuves suggèrent qu'il peut se propager sans contact direct. Le port d'une combinaison hazmat est requis pour manipuler les échantillons. Même après l'étape 3, l'infection persiste dans la peau enlevée, les bactéries restant actives pendant une période inconnue. Le danger posé par la peau jetée reste une menace non résolue. Selon l'Addendum 1121 A01, SCP-1121 a été déterré lors d'une fouille archéologique au Nouveau-Mexique. L'archéologue qui est entré en contact pour la première fois avec la météorite est maintenant considéré comme SCP-11211, patient 0. En 2 jours, l'infection s'est propagée du patient 0 à toute l'équipe de recherche et à plusieurs résidents locaux.
Malgré la gestion initiale de la quarantaine par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, la Fondation a été sollicitée pour assistance. Le météorite et le patient 0 ont été transférés au site de recherche biologique 13 et un rayon de 10 km autour du site de fouille a été dégagé à l'aide de bombes marque 77. Les seules colonies connues de SCP-1-121 ont été récupérées de la météorite. L'analyse par spectromètre de masse, utilisant la datation rubidium-strontium, a déterminé que l'âge de la météorite est d'environ 1,5 milliard d'années. D'autres détails sur les circonstances exactes entourant l'arrivée de la météorite et les actions du patient 0 ont été censurés. Allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-420, condition de peau agressive, pour une autre anomalie qui vous fera réfléchir à 2 fois sur cette étrange tache sur votre peau que vous pensiez inoffensive. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune anomalie, alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans les archives classifiées de la Fondation SCP.